Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine, cette semaine, nous retrouvons avec bonheur les rives du lac Pequawakami. Bonjour Mathieu. En effet, nous allons à la rencontre de Sonia Robertson, une artiste visuelle de renommée internationale qui a eu la gentillesse de nous recevoir à l'été 2022 chez elle, dans sa communauté Innu de Mashteuiatsi, au bord du lac Pequawakami, le lac Saint-Jean. Titulaire d'un baccalauréat interdisciplinaire en arts de l'Université du Québec à Chicoutimi et d'une maîtrise en art-thérapie à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Sonia Robertson évoque, au fil de cette rencontre, l'importance du territoire et de la culture Innu dans son art, qu'elle définit comme à la fois politique et thérapeutique. Pour mieux explorer les liens entre le visible et l'invisible et entre les humains et les esprits, notre invité puise à son identité autochtone et s'intéresse notamment aux rêves, aux mouvements, à l'utilisation de l'espace et au son. Après avoir exploré la musique, puis la photographie et le cinéma, Sonia Robertson s'exprime maintenant dans d'immenses installations profondément ancrées dans les lieux dans lesquels elle les déploie. Chacune de ses créations s'apparente à un rituel et crée un espace sacré porteur de guérison. Artiste, art-thérapeute, commissaire en art pour des expositions et événements, conférencière et consultante, Sonia Robertson se définit avant tout comme une transmetteuse. Sonia Robertson, quoi? Oui. Merci de nous accueillir chez vous au bord du lac Pequawakami. Ça me fait plaisir. Lac Saint-Jean. On est ici sur le terrain du camping Robertson. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des lieux? Le lac Saint-Jean, c'est un lieu de rencontre de plusieurs rivières que les Inuits prenaient pour monter et descendre dans le territoire. Et là, il y a une rivière qui se situe de ce côté-là du terrain. Puis quand ils arrivaient, ils arrêtaient ici. Donc, il y a beaucoup de présence, d'occupation sur ce lieu-là. Et la proximité du lac, est-ce que ça vous nourrit comme artiste? Ben, ça me nourrit comme humain. Hein? Mm. Le lac, on l'appelle Pequawakami. Puis nous autres, on s'appelle les Pequawakami Innu. De ce temps-là, je réfléchis beaucoup à travers des projets artistiques sur comment le territoire nous définit, comment on s'identifie face au territoire. Fait que c'est ça, moi, je suis une Pequawakami Innu, donc je suis une fille qui vient de ce lac-là, qu'on dit le lac peu profond. Mm-hmm. En plus de me nourrir par sa beauté, puis par la présence des animaux sauvages, parce qu'il y a des castors, il y a des huards, il y a des canards, là. Fait que, en plus de ça, ben, ça nourrit aussi mon identité, comme Innu. Et Sonia, est-ce que vous pouvez nous parler de votre démarche artistique? Qu'est-ce qui est à l'origine de votre démarche artistique? C'est une identité profonde. L'art, pour moi, c'est une façon de communiquer, c'est une façon de communier, c'est une façon de s'exprimer. C'est toutes ces choses-là. Si j'avais pas eu l'art dans ma vie, je serais pas là en train de vous parler. Ça vous a sauvé? Ça m'a sauvé, c'est sûr. Puis je pense que les pratiques artistiques ont toujours fait partie de la vie des Pequawakami Innu aussi, puis des Autochtones en général. Puis il y a eu une rupture qui a été faite avec les pensionnats parce qu'il y avait les histoires, il y avait les contes qui font appel à l'imaginaire, les récits, il y avait l'interprétation des rêves, il y avait les danses qui ont été interdites, on le sait, les chants, et toutes ces choses-là. Donc, c'est ça, à la base. Puis ma démarche artistique comme telle, c'est vraiment... c'est comme une quête de bien-être, une quête de l'unité, une quête de la connexion avec quelque chose de plus grand, non? Mais ça passe par parfois des besoins de guérison ou d'expression de choses qui sont à l'intérieur de moi qui me dérangent ou qui politiquement me dérangent. Ma démarche aussi aime bien rappeler l'existence des Premières Nations parce qu'on sait que les Premières Nations, on oublie qui étaient sur le territoire.
c'est facile d'oublier qu'il était sur le territoire parce qu'on veut bien, tu sais. Ça a été la volonté du gouvernement pendant tant d'années. Fait que j'aime bien rappeler aux gens l'existence des Premières Nations. Vous aviez commencé par le cinéma et puis la photo, et maintenant vous faites essentiellement des installations. Je dirais plutôt que j'ai commencé par la musique. Ah oui? Quand j'étais jeune, je faisais de la musique. Je jouais du piano, puis de la guitare. Puis c'était vraiment... si j'avais pas eu ça, comme je dis, là, ça part de là. Mm-hmm. Ensuite, je suis passée par la photographie. Je me suis inscrite en photographie, puis j'ai été acceptée, mais la peur m'a pognée, fait que j'ai décidé de pas y aller pour finalement me réinscrire parce que j'ai fait des cours de photo complémentaires, puis j'ai vraiment adoré ça. Je pense que c'est la relation à l'atmosphère puis de la lumière qui m'ont beaucoup attirée dans la photographie. Puis j'ai commencé à travailler comme à vouloir montrer l'invisible à travers la photo. Au lieu de prendre des images très nettes de ce qu'on voyait, je travaillais plus avec des obturations longues pour avoir du flou. Puis dans ma tête à moi, ça donnait... je mettais la caméra au niveau du cœur, puis ça donnait l'impression que je montrais l'invisible, que je montrais l'âme des choses. D'ailleurs, il y a une croyance qui dit que quand on prend des photographies durant les rituels autochtones, que ça vole l'esprit de la cérémonie, fait que c'est interdit. Fait que c'est dans cette façon-là que j'ai approché la photographie. Après ça, je me suis mis à étudier en études cinématographiques à l'Université de Montréal. Puis j'ai beaucoup tripé. Mais là, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai fait un cours avec Rémi Savard. Je ne sais pas si vous connaissez ça, un ethnologue. Oui. Puis Rémi, dans ces années-là, dans les années 80, lui, il parlait dans son cours, justement, de l'impact de la loi sur les Indiens. Moi, j'avais grandi dans la communauté, puis je comprenais pas pourquoi il y avait tant de problèmes sociaux, puis on posait des questions, mais personne n'avait des réponses, tu sais. On voyait beaucoup de gens avec des problématiques d'alcool ou toutes sortes de problèmes. Puis les réponses à ça sont venues dans le cours de Rémi Savard. C'est quand même fou, hein? Lui, il expliquait que le gouvernement a forcé la sédentarisation par les réserves, puis ont pris les enfants, ils ont mis dans des pensionnats, avec la loi sur les Indiens. Puis ça a eu l'impact d'une rupture avec la culture, d'une rupture avec l'imaginaire. Moi, je pense que la rupture la plus grande, c'est avec l'imaginaire. Bien, ils ont tenté, mais ça se peut pas de nous enlever cette relation-là à l'imaginaire. Ça s'enlève pas, cette relation-là. Mais ça peut s'oublier, on va dire. Mm-hmm. Mais c'est toujours là. Puis ça, je ferai un lien avec ce que je fais actuellement avec l'art-thérapie. L'atelier que je donne, c'est comme si ça dépoussiérait le chemin qui mène à ça. Quand je suis arrivée dans mon cours d'art-thérapie, la première chose que je me suis dit, c'est « Ah wow, enfin un outil puissant pour aider les gens de ma communauté et aider les gens des Premières Nations. » À un moment donné, dans la recherche de ma maîtrise, justement pour construire mon atelier, j'ai trouvé une source, une citation. Dans le livre « L'homme et ses symboles » de Jung, il y a un texte de Marie-Louise von Franck qui cite Speck dans un livre qui s'appelle « Naskapi », qui lui-même cite M. Kertnes, qui vient de la communauté ici, en lien avec le Mishtapeo, le grand homme à l'intérieur de soi. Puis c'est illustré par un mandala qui a été pris sur une besace de chasseurs. Jung s'est inspiré des Premières Nations, il le dit lui-même. Jung, c'est une des assises sur lesquelles l'art-thérapie fonctionne. C'est comme si je me suis rendu compte que ça vient de nous autres. Fait que là, je me suis dit, OK, bien, si ça vient de nous autres, ça veut dire que ça fait longtemps que ces outils-là marchent. Puis c'est là que je me suis dit, c'est quoi le lien, puis qu'est-ce que je dois comprendre? C'est là que j'ai compris qu'on utilisait les rêves depuis très, très, très longtemps. Mm-hmm. Fait que j'ai monté cet atelier-là à partir des rêves. Je me suis rendu compte que ça avait des résultats vraiment, 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 vraiment puissants avec les participants. Ça les transforme, mais en fait, ça les transforme pas. Ça fait juste, comme je vous dis, c'est comme si on nettoyait un chemin qui existe déjà depuis longtemps, mais qui avait été enterré par les pensionnats, par mais il y a une reconnexion qui se fait? Direct. Et pourquoi ça parle tant? Est-ce que c'est parce qu'on abandonne l'intellect et puis qu'on...
Qu'on soit en prise avec des choses. Ça parle parce que ça vient de nous. Ouais. Donc, c'est la connexion avec le monde spirituel, on va dire, que les Inuits ont toujours eu, les chasseurs-cueilleurs, à travers la relation au monde des esprits, la relation au monde imaginaire, quelque chose de plus grand. Puis cette connexion-là faisait partie du quotidien. C'était quelque chose qui était entretenu constamment. Puis ça se traduisait à travers l'art, à travers les pratiques artistiques, à travers le chant, la danse, à travers les contes, les histoires. Puis ça, ça avait été comme un peu oublié à travers les pensionnats, puis la rigidité qui était... il y a eu beaucoup d'abus aussi là-dedans, il faut le dire. C'est ça. Donc, vous parlez de l'importance des rêves. Donc, les rêves, c'est vraiment comme le canal, une voie à suivre pour dépoussiérer ce qui est déjà présent. Est-ce que c'est ça? Le rêve, on va dire que c'est une clé d'entrée vers ça. En art-thérapie, on va prendre, mettons, un rêve, puis on va l'explorer pour comprendre le message du rêve. Puis le messager derrière ça, c'est le personnage que je vous expliquais tantôt, qu'on parlait du grand homme, du Mishitapeo, qui est comme l'âme à l'intérieur de soi. C'était comme le traducteur entre le monde visible et le monde invisible, si on peut dire. Donc chacun a ce personnage à l'intérieur de soi. Oui, on pourrait dire une correspondance comme l'âme, si on veut, si on veut mettre des mots, mettons. Mais qui nous parle. Oui. C'est comme notre guide intérieur. Puis sa connexion-là a été rompue dans les pensionnats. L'atelier que je propose, moi, c'est une reconnexion avec ça, par les rêves. Les rêves, il faut qu'ils soient réalisés, pas tout le temps tels quels, là, mais il y a aussi un aspect symbolique à explorer à travers ça. Comment s'exprime votre spiritualité à travers votre art? Ma spiritualité s'exprime à travers moi pas mal constamment, je dirais. Puis ça se traduit dans l'art, dans cette quête-là, la quête de l'unité. La représentation du grand homme, là, c'est un cercle. Ça peut être aussi ce qu'on appelle l'arbre sacré. L'arbre sacré, c'est un principe de la philosophie et de la spiritualité amérindienne. Il y a les 4 directions, mais en fait, il y en a 7 directions. Il y a le ciel aussi, il y a le soleil, puis la terre. Mais ça, c'est comme des aspects féminins et masculins. Puis il y a, à l'intérieur de nous, qu'on pourrait dire, qu'on parlait tantôt du Mishitapeo ou de l'âme ou du soi. Jung, il dirait le soi. Pour s'élever spirituellement, il faut être au centre de son arbre sacré. Donc, d'avoir les qualités des 4 directions l'Est nous amenant les qualités en lien avec le renouveau, avec l'éveil. Le Sud nous amenant les qualités en lien avec l'enfance, qui est la candeur, l'innocence. L'Ouest nous amenant les qualités plus en lien avec l'acceptation de la mort, la transformation. Puis le Nord qui nous amène des qualités plus de la sagesse. Et on fonctionne en spirale comme une montagne, puis plus on s'élève ou plus on approfondit aussi vers les aspects du féminin sacré, du masculin sacré, le soleil et la terre. Plus on se rapproche du centre, plus on est proche de notre âme, plus on est proche de nous-mêmes, plus on est un être accompli. C'est un peu ma vision de la spiritualité. Une de mes premières œuvres s'appelait L'Arbre sacré. Mes 2 premières œuvres, c'était vraiment des œuvres qui cherchaient à comprendre les cérémonies spirituelles à travers un processus artistique. Donc, ça a commencé de même. Bang! C'était tout de suite ça. Pouvez-vous nous dire ce qu'est une installation? Oui, ça, c'est dur à expliquer. Une installation, c'est un assemblage d'objets donnés dans un lieu qui crée une unité, une seule œuvre. C'est une façon de faire de l'art qui n'est pas de la sculpture, qui n'est pas de la peinture, mais qui est une façon qui était plus récente, là, mais qui existe quand même depuis plusieurs années, de créer une œuvre, si on peut dire. Et souvent, on peut circuler à l'intérieur de l'œuvre ou entre les... Absolument, on est dedans carrément. Moi, la façon que je l'ai fait, c'est vraiment immersif. Ouais. Et une autre particularité des installations aussi, c'est que c'est éphémère quelque part. C'est-à-dire qu'un tableau peut être là pendant 400 ans, mais l'installation
Quand l'exposition est finie, on la range. Elle est Absolument. plus accessible. Absolument. Puis moi, j'avais joué encore plus là-dessus. C'est que plus tard, j'ai commencé à développer le concept d'in situ dans le sens que je créais l'œuvre vraiment pour le lieu. Puis je voulais qu'elle existe pour ce lieu-là, puis qu'elle n'existe pas pour d'autres lieux. Il y a plusieurs œuvres que j'ai faites comme ça qui ont... Donc c'était une rencontre avec ce lieu-là et Ouais. les gens, j'imagine, Mais qui l'habitent. l'esprit des lieux aussi. Oui, et l'esprit des lieux. Ce que le lieu voulait que je dise, mettons. Un exemple plus récent d'une œuvre de 2014, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. J'avais 4 jours pour créer une œuvre. Je suis arrivée là-bas avec une intention de faire participer les femmes autochtones à mon installation. Je suis arrivée le dimanche, j'ai visité le lieu. J'ai senti qu'il allait y avoir un mouvement. Je visualisais un mouvement. Le lundi matin, là, ça va expliquer en même temps ta question de comment la spiritualité est dans mon travail. Je suis allée offrir du tabac à la rivière qui était derrière le lieu où j'habitais. Puis j'ai demandé aux esprits de me dire qu'est-ce que je dois faire, quel message que j'ai à passer, comment vous voulez m'utiliser pour passer votre message. Parce que c'est comme ça que je me sens quand je fais une œuvre comme ça. Et j'ai entendu la rivière, tu sais, quand je vous disais, on parle aux esprits, on parle aux éléments qui sont vivants. J'ai entendu la rivière, pas avec mes oreilles, mais dans mon cœur, me parler, puis me dire, il faut que tu sensibilises les gens à la fragilité de l'eau. Là, pour moi, c'est mon objectif d'œuvre. Fait que je savais qu'il fallait que je fasse ça. Là, j'avais pas encore de solution, mais je savais qu'il fallait que je fasse ça. Puis là, je me suis dit, OK, tiens, bon, mais je vais faire broder les femmes. Je vais leur faire broder des mots prières pour l'eau que je vais intégrer dans l'installation. Puis je dis, tiens, je pourrais faire une rivière en mouvement. J'ai trouvé des éléments pour faire ma rivière que j'ai construite tranquillement au magasin de tissus. Puis, c'est ça. Le jeudi soir, l'œuvre était faite. Tout était fait. Ça s'est fait comme ça parce que c'était ça que j'avais à faire. Et l'art, c'est aussi un lieu de transmission. D'ailleurs, vous vous présentez comme une transmetteuse sur votre site web. Ouais, transmetteuse, Ouais. dans le sens de... À l'âge que je suis rendue, j'ai bien des affaires à raconter aux jeunes, là. À passer à la génération suivante. Et ça doit vous apporter quelque chose aussi, de ce travail de mentorat, en quelque sorte? Je pense que partager ce qu'on a, ça fait partie de ce qu'on est comme humain, là. C'est super important. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il y a des jeunes qui veulent même pas rien entendre là, de ce que les vieux ont à dire, tu sais, puis ils sont astineux, puis ils veulent vivre leur expérience, puis c'est super correct aussi, là. Puis après, ils viennent vous voir. Après, Mais il y en a qui sont prêts à entendre puis à écouter. Moi, je trouve ça important. L'art, comme les Autochtones, comme les femmes, comme plein d'affaires, c'est pas valorisé dans notre société. Mais 0, 0, 0. Et moi, je vais le répéter, si j'aurais pas eu l'art, je serais pas là. Fait que, tu sais, pour moi, c'est important, l'art. Puis ça fait partie aussi de notre façon ancienne de se relier à notre profondeur de ce qu'on est comme Inuit, comme Première Nation, le rapport à l'imaginaire. Donc, j'essaie de faire une espèce de contrepoids en valorisant les jeunes à travers l'organisme que j'ai créé, la Fondation Diane Robertson, suite au décès de ma sœur, qui m'a beaucoup influencée d'ailleurs comme artiste dans ce qu'elle était, dans sa pratique, puis comme être humain aussi. Ma sœur, c'était tout pour moi. Elle vous accompagne tout le temps, votre sœur. Je dirais que l'essentiel de ce qu'elle voulait faire, je le fais aussi. Fait que dans ce sens-là, je dirais que oui. Puis j'ai rêvé à elle il n'y a pas longtemps, puis ça faisait longtemps que je n'avais pas rêvé à elle aussi. C'est peut-être ça. Elle est peut-être là. Elle est peut-être là. Vous avez créé plusieurs organismes pour Ouais, dont transmettre. la Fondation Diane Robertson, suite au décès de ma sœur. L'objectif était de garder ses œuvres, qui sont éphémères aussi, ce qui n'est pas évident. Puis de les transmettre, mais aussi de valoriser l'art contemporain, parce que c'est quelque chose qui n'est pas valorisé. Puis moi, je trouve que l'art contemporain, l'art actuel, rejoint beaucoup les pratiques traditionnelles. À travers la Fondation Diane Robertson, j'organisais des spectacles, des projections de films. Et dans les spectacles, ou le Festival de contes que j'ai créé aussi,
il y avait des formations, tu sais, dans le Festival de contes, il y avait des formations. J'invitais des jeunes à se présenter publiquement après la formation. J'ai toujours essayé d'encourager ceux que je voyais qui avaient du talent pour qu'ils croient en eux, qu'ils croient en leur potentiel comme artiste. Tu sais. J'ai fait beaucoup de mentorats indirects comme ça, on pourrait dire. Je trouve ça important parce que les gens ne valorisent pas l'art. Donc, s'ils ont un talent, une pulsion, ils vont l'éteindre en dedans parce que personne ne valorise ça. Fait que moi, j'essaie de prendre cette petite flamme-là et de dire « Oui, suis-là, vas-y! » Puis là, j'essaie de donner des plateformes, puis de... Fait que parce que pour vous, c'est vital. Là. C'est pas un passe-temps. Là. C'est vraiment c'est quelque chose d'essentiel, de vital. Oui, c'est vital. C'est ça. C'est la première fois que j'en parle de même, mais... Ben oui, puisque si j'avais pas eu l'art, je serais pas là. C'est un lieu de rencontre aussi pour vous. Vous avez notamment travaillé avec des Micmacs et des Abénakis. Donc, c'est un lieu de rencontre avec d'autres nations autochtones? Oui. C'est aussi un moment de... Tu sais, comme lors de résidence, là, c'est ce qui me vient, la résidence chez les Micmacs que j'ai faite à Carleton-sur-Mer. J'en ai profité pour apprendre à faire des paniers. Parce que c'est des savoirs qui se perdent. Je trouve ça intéressant de les intégrer à l'intérieur d'une œuvre. Puis c'est intéressant de rencontrer justement un mentor qui nous explique, qui nous apprend, puis de rencontrer les gens des nations différentes. En tant qu'artiste autochtone, est-ce que vous avez parfois l'impression qu'il y a trop d'attentes qui pèsent sur vous parce que vous êtes autochtone, alors vous devriez traiter tel thème de telle façon? Je pense par exemple à des organismes subventionnaires. Est-ce qu'ils s'attendent à ce que, parce que vous êtes autochtone, vous alliez dans telle direction? C'est possible, mais il y a comme un premier volet, c'est qu'en fait, à un moment donné, on se sentait comme des autochtones de service. Parce que dans les demandes de subvention, il faut que tu invites dans ta programmation un autochtone par année. Il faut arrêter de penser à des projets tout seul, puis après ça, de dire, ben gars, viens donc dans mon projet faire ça comme je veux que tu le fasses, tu sais. Ça change quand même. Vous en parliez au passé, au début. Là, vous disiez avant, il fallait un autochtone de service. Maintenant, ça change. Ben, ça change. Ça change tranquillement. Mais tu sais, on a comme un rôle de tout le temps éduquer. Même sur Facebook, on est tout le temps en train d'expliquer, de dire, d'éduquer. Puis à un moment donné, ça devient épuisant. Ouais. Ça, c'est ce rôle-là que moi, des fois, je veux éduquer, mais pas de cette façon-là. Mais il y a aussi le gouvernement, là, qu'à un moment donné, il va falloir qu'il change les livres d'histoire comme du monde, là, puis qu'il réécrive l'histoire comme du monde aussi, là, tu sais. Moi, quand j'étais jeune, écoute, les livres d'histoire, c'était assez épeurant d'être un autochtone, là. On avait peur d'être autochtone nous autres mêmes. On se trouvait méchants pas mal. Mais vous n'avez pas choisi la voie facile parce que vous voulez exprimer votre autochtonie, votre rapport à votre être Innu, puis vous faites de l'art qui est contemporain, actuel, conceptuel. Vous êtes en dehors du folklore complètement. C'est ça qui n'est pas la voie facile parce que vous exprimez votre être autochtone par un moyen qu'on n'associe pas encore assez peut-être aux autochtones. Ça, c'est compliqué. C'est intéressant ce que vous dites là parce que c'est le fondement même de c'est quoi être un autochtone. C'est qui définit c'est quoi être un autochtone? Là, on parle de folklore. Moi, je dirais qu'être un autochtone, c'est bien plus d'être un artiste contemporain que d'être ce qu'on attend de nous autres dans un musée. Les Inuits, là, puis je sais que les traditionnalistes ne seront pas d'accord avec ce que je dis, là. Les autochtones traditionnels, je sais qu'ils ne sont pas d'accord. Mais eux autres, je pense qu'ils sont dans des blessures qu'ils n'ont pas encore compris. Puis c'est les blessures du pensionnat. Ils sont figés dans un espace-temps. Puis que c'est ça. Moi, j'ai travaillé 5 ans dans un musée. Puis je me suis questionnée, c'est quoi un artefact? C'est quoi un objet? Est-ce qu'on doit le conserver avec des gants blancs puis que personne n'y touche? Ou est-ce qu'on doit le ramener à la vie en l'offrant à la communauté pour que la communauté en parle, explique qu'est-ce que c'était cet objet-là, puis en reprenne possession? J'ai compris que ça fait aussi partie du plan du gouvernement d'avoir une image des Autochtones figés en 1492 ou en 1500 quelque chose, puis de dire, ben c'est ça, être un Indien. Puis si t'es plus ça, t'es plus un Indien, donc on peut t'enlever tes droits, on peut t'enlever... Ça, encore là, c'est une croyance qu'on nous a fait croire, mais il faut arrêter de croire à ça. Parce que moi, je sais que les Inuits, ils s'adaptaient. Ils s'adaptaient, mais vraiment, vraiment beaucoup, là. On va prendre l'exemple du couteau-croche, mettons. Le couteau-croche, c'est un objet
que les Inuits utilisent pour plusieurs choses, OK? Que ce soit pour sculpter, ça sert à plusieurs affaires. Et le couteau croche, c'est un outil qui a été créé à partir d'une lame, une lime pour limer le métal. le métal. Puis elle a été elle-même limée, rendue coupante, courbée, puis intégrée dans un manche de couteau. C'est un objet d'adaptation. Mm-hmm. On a pris dans les poubelles de la baie du Son des limes, puis on s'en est servi, puis on a fait de quoi? On les a récupérés. C'est-tu pas beau, ça? Bien, c'est ça. T'sais, si on n'aurait pas été colonisé, on ferait peut-être, comme dit Domingo Cineros, des raquettes en aluminium. Certainement, en tout cas, ça, oui. Ouais. Mais c'est ça qui est difficile des fois à traiter comme information. Mais c'est pour ça que voir une artiste contemporaine, c'est précieux. Il faut arrêter de figer les Indiens en 1492. Vous voulez pas vous laisser enfermer dans le passé, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça que vous faites un art qui est très, très, très pointu. Absolument très pas. Actuel. Absolument pas. Moi, je me considère comme une vraie Inou parce que, justement, je m'adapte, je prends des choses, puis je les transforme comme mes ancêtres l'ont fait avec le couteau croche. Sonia Robertson, Chinushkamitin, vraiment un grand merci de nous avoir accueillis. Pas déjà. Malheureusement déjà. Toute bonne chose à une fin. Vraiment un grand merci. C'était un grand bonheur, vraiment, de vous entendre. Ouais. Merci de nous avoir accueillis. Merci de l'invitation. J'aime ça parler, ça clarifie ma propre pensée. On reviendra. Oui. Merci. Un grand merci à Sonia Robertson de son accueil et de ses propos lumineux captés au micro de Confluent à l'été 2022 face au scintillant lac Pequawakami. L'émission Confluent est portée par l'organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. Pour en savoir plus, visitez le www.missioncheznous.com. Merci Catherine Ego. Merci à vous Mathieu Lavigne ainsi qu'à vous, les nombreux et fidèles auditeurs et auditrices de Confluent. Rendez-vous la semaine prochaine. Nous vous laissons d'ici là en la formidable compagnie de Radio VM et de Radio Galilée.